Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre modèle logique concernant l'isolement social chez les aînés autochtones vivant à l'extérieur de la réserve. Le Canada compte plus de 1,8 million d'Autochtones, soit 5% de la population totale du pays. En vertu de la loi sur les Indiens de 1976, les Autochtones ont reçu de la terre pour leurs communautés respectives, appelées les réserves. Selon Statistique Canada, 52% des personnes âgées des Premières Nations vivent hors des réserves. Les personnes âgées jouent un rôle essentiel au sein de la population et de la communauté autochtone, en tant que source de sagesse et d'enseignement. Cependant, 19 à 24% des personnes âgées autochtones vivent dans l'isolement social. Ceci peut être en cause de numéros déterminants sociaux, tels que les accès insuffisants aux services sociaux et de la santé, les barrières linguistiques, traumatismes intergénérationnels et les autres listés sur la diaspora. Donc, en plus des déterminants sociaux de la santé, il est essentiel d'examiner les causes plus profondes qui ont aussi une influence sur les enjeux de la population autochtone. Ainsi, on doit tenir compte du modèle micro, méso, macro. En résumé, il est important de considérer que c'est des réalités comme la colonisation, les pensionnats et les politiques gouvernementales qui s'inscrivent au niveau macro qui ont des répercussions directes et importantes sur la vie quotidienne et la santé des individus et des communautés autochtones. Donc, il est important de considérer ces trois niveaux pour proposer des interventions qui vont être adaptées, équitables et efficaces en matière de santé publique. Donc, voici notre modèle logique. Il illustre les causes sous-jacentes ainsi que les possibilités d'intervention que nous retrouvons à trois niveaux. Donc, il y a avant le déménagement hors de la réserve, lors du déménagement, lors du développement du sentiment d'isolation sociale et de difficulté d'intégration. Puis finalement, on retrouve aussi des interventions lorsque ce sentiment de solitude est déjà bien installé, donc un peu plus tard dans le parcours, et on parle alors de problèmes de santé plus importants qui pourraient mener à des consultations médicales. Je vais maintenant vous présenter quelques données probantes sur des interventions qui ont déjà été faites dans le passé. Donc, des études ont été menées auprès d'aînés non autochtones qui montrent que des programmes collectifs, comme un jumelage entre des aînés isolés et des écoliers, ou la participation hebdomadaire à une activité de chorale, améliorent le bien-être des aînés, renforcent leur sentiment d'appartenance et favorisent la santé physique et mentale. Un autre programme a été monté pour aider les communautés autochtones à construire des logements durables et culturellement adaptés. Puis ça a mené une amélioration des logements sur les réserves pour éviter que les communautés soient obligées de déménager à l'extérieur de la réserve à cause des mauvaises conditions de logement. Enfin, un autre programme en Ontario a bâti des centres de santé directement dans les communautés autochtones, puis ça a contribué à promouvoir la santé et le bien-être de ces populations. Les populations autochtones doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder aux services de base en raison de la situation rurale des réserves. D'ailleurs, il y a un besoin d'améliorer l'accessibilité des services sur la réserve. Ça serait la mise en place des cliniques de santé et des services sociaux dans les réserves, des pharmacies dans les réserves qui vendent des médicaments sur ordonnance, ainsi que des remèdes traditionnels. Aussi des épiceries qui proposent des aliments à des prix raisonnables non transformés, ainsi que des aliments traditionnels vendus par des fournisseurs locaux. Ça serait l'accessibilité constante dans la communauté. On peut aussi avoir l'amélioration des conditions de logement par un programme communautaire visant à construire et à réparer les logements afin de répondre aux besoins culturels de la communauté, c'est-à-dire des espaces pour les grandes réunions familiales et l'abattage et le stockage du caribou. L'utilisation de l'engagement des aînés pour enseigner aux élèves de promouvoir les liens à guérison communautaire et à la gouvernance. Ceci serait un programme qui se passerait chaque année. Cependant, il est important de garder en considération les causes systémiques et historiques aussi. Alors, les changements politiques et structurels peuvent améliorer la qualité de vie sur les réserves. Par exemple, on peut modifier la loi sur les Indiens afin d'accorder davantage d'autonomie au gouvernement autochtone, subventionner les denrées périssables et nutritives et augmenter les investissements dans le logement et les ressources sociales dans les réserves. Donc, cette première intervention socioculturelle vise à briser l'isolement social des aînés autochtones. Donc, il s'agirait d'un groupe intergénérationnel où les aînés transmettent leur savoir aux enfants de la communauté. Donc, on s'est inspiré d'une étude mentionnée plus tôt, mais on l'a adaptée à la réalité des aînés autochtones. Donc, à chaque semaine, les aînés pourront partager avec les enfants leur savoir et leurs traditions. Ça pourrait également être sous forme d'excursion, donc d'aller directement sur la réserve. Donc, on sait qu'une des parties les plus difficiles de ne pas vivre sur la réserve, c'est le manque d'opportunités de participer aux activités et cérémonies autochtones. L'objectif est de valoriser le rôle essentiel des aînés dans la transmission des connaissances, mais aussi de favoriser le bien-être des aînés et de créer des liens intergénérationnels durables pour contribuer à leur intégration dans la société. Une autre intervention qui pourrait briser les barrières entre les communautés autochtones et non autochtones
serait de faire des cercles de partage de la culture autochtone. Les leaders et les aînés autochtones pourraient présenter des éléments de leur culture aux citoyens des communautés non autochtones. Ils pourraient raconter des histoires orales, enseigneraient des chants et des danses traditionnelles ou même faire des ateliers d'artisanat. Donc, les gens des communautés non autochtones en apprendraient plus sur les valeurs, le mode de vie et la vision du monde des Autochtones. C'est une opportunité de les sensibiliser et donc de favoriser la réconciliation. Donc, en ce qui concerne l'aspect résolution de la solitude, une étude de cas réalisée dans un centre psychiatrique à Toronto démontre que d'intégrer des espaces de guérison au sein de l'institution favorisait une prise en charge plus holistique, adaptée aux valeurs et à la culture autochtone. Il s'agit d'un moyen pour connecter avec leur terre. En général, l'intégration de ces espaces a créé un engouement de curiosité au sein de la communauté autochtone, mais aussi non autochtone, a augmenté l'éducation et a aussi augmenté la qualité des soins, ainsi qu'en plus d'avoir un impact positif sur la réconciliation. Donc, l'objectif initial de créer des soins répondant aux besoins en santé mentale et addiction de la communauté autochtone est un peu différent d'une autre qui est plus par rapport à la solitude, mais on s'est quand même permis de s'en inspirer pour l'adapter à notre problématique. Donc, pour mettre en place cette intervention à Gatineau, il pourrait être possible de choisir une salle dans l'hôpital de Gatineau et de l'adapter pour la communauté autochtone, similaire à ce qui est observé dans les deux photos sur la diapositive. Ces salles transformées en espaces de guérison pourraient être utilisées pour certains traitements médicaux lorsque possible. Il a été identifié à plusieurs reprises que les instituts de santé comme les centres hospitaliers ou psychiatriques causent de la peur et de l'inconfort chez les communautés autochtones à cause des dommages causés par la colonisation et les mauvaises expériences avec les pensionnats. Ainsi, il est possible d'imaginer que des membres de cette communauté souffrant de solitude ou d'autres difficultés émotionnelles n'aient pas envie de se rendre dans des endroits pour demander de l'aide. Ces espaces de guérison sont donc un moyen de jumeler le système de soins traditionnel avec l'approche biomédicale, puis des activités thérapeutiques telles que précédemment proposées avec des professionnels de la santé pourraient être faits là, dans ces salles-là, puis un traducteur serait mis à disposition tout au long de cette intervention. Donc, voici maintenant les grandes étapes de notre plan d'action qui vont guider chacune de nos interventions. La première étape, c'est vraiment de co-construire le projet avec les acteurs autochtones. Donc, on veut s'assurer que tout ce qu'on propose colle à leurs besoins, leur réalité et leur culture. Ensuite, on passe à l'élaboration concrète des programmes, donc les interventions qu'on a présentées plus tôt. L'étape 3, c'est de s'adapter aux contraintes. Donc, on veut rendre le programme le plus accessible possible pour toute la communauté. Après, il faut favoriser la continuité du programme, par exemple de trouver un financement stable et de former et impliquer des bénévoles dans le projet. Et finalement, on va évaluer et ajuster le programme. Donc, c'est ce qu'on va décrire dans la prochaine diapo. Pour évaluer nos interventions, ça va être utile de regarder la santé de la perspective des communautés autochtones en évaluant le bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. Pour mesurer le bien-être spirituel, émotionnel et mental, on va utiliser des questionnaires que les personnes peuvent remplir eux-mêmes et qui sont complètement subjectifs, ainsi que des examens psychologiques faits par des intervenants. Quelques exemples des questions qu'on peut inclure, ce sont: à quel point vous sentez-vous connecté à l'environnement et avez-vous un sentiment de communauté et d'appartenance? On va aussi utiliser les mesures objectives pour mesurer le bien-être physique, par exemple, mesurer la pression artérielle et la qualité de la sommeil de quelqu'un. Donc, pourquoi croyons-nous en notre approche? L'approche qu'on a choisie est une approche qui vise plusieurs niveaux de prévention, ainsi que des interventions pour aider quand quelqu'un se trouve dans une situation d'isolement social. Donc, c'est une approche qui est surtout compréhensive et rend compte de tous les défis qui font face à la communauté autochtone. Ainsi, dans notre approche, les interventions sont gérées et organisées par les communautés autochtones pour les communautés autochtones, ce qui est essentiel pour rendre les interventions culturellement sécuritaires et sensibles. Finalement, en considérant des facteurs environnementaux, occupationnels et individuels, on prend une approche holistique qui considère la personne dans tout son être. Ces éléments rendent notre approche uniquement capable de cibler l'isolement social chez les aînés autochtones. Donc, en conclusion, actuellement, on a 19 à 24 des aînés autochtones qui vivent de l'isolement social en raison de barrières linguistiques, de la pauvreté et de l'accès limité aux services. Ce sont tous des facteurs sur lesquels on a le pouvoir et même le devoir d'agir parce que c'est une responsabilité sociale. L'isolement social que les aînés autochtones vivent est une conséquence directe de la colonisation et du racisme systémique de nos institutions. Au niveau des données probantes, les mesures les plus efficaces sont la mise en place de centres communautaires autochtones et de centres de santé autochtones, car ils offrent des services adaptés aux besoins et aux réalités des communautés autochtones. Donc, basé sur ces résultats-là, voici le plan d'intervention qu'on propose. Il se divise en 3 niveaux. Le niveau primaire, on a discuté d'améliorer l'accès aux soins de santé et de logement sur la réserve pour éviter de forcer les communautés autochtones à quitter la réserve.
Ensuite, au niveau secondaire, tertiaire, on veut éviter ou réduire le sentiment d'isolement que les aînés autochtones qui vivent hors réserve peuvent ressentir. Donc, on a proposé des groupes intergénérationnels de transmission des savoirs, des excursions culturelles et spirituelles et des cercles de partage de la culture autochtone. Au niveau tertiaire, lorsqu'ils vivent de l'isolement social, notamment lorsqu'ils sont hospitalisés, ce serait d'incorporer des espaces de guérison traditionnels dans les centres hospitaliers. C'est aussi important de mentionner qu'il faut co-construire ces interventions en collaboration avec les aînés autochtones et donc de tenir compte de la notion du par et pour. Donc voilà, merci pour votre écoute.